La ville exhalait l'hiver. Un souffle froid qui traçait des nuées blanches à chaque bouche, un ciel bas comme un couvercle. Dans un coin de trottoir où le ciment était craquelé et où la pluie de la nuit s'était figée en petites flaques sombres, un garçon de 12 ans faisait claquer une vieille sonnette de bicyclette. Sa monture, la gringalette, était un assemblage de pièces récupérées. Cadre éraflé, guidon orné d'une poignée recousue au ruban, panier improvisé attaché avec de la corde. Il connaissait chaque bruit que le métal pouvait produire. Il savait quand un rayon allait lâcher ou quand la chaîne protesterait. Il savait aussi, depuis toujours, où la ville jetait ses restes qui pouvaient encore servir. Le garçon s'appelait Mathieu. Ses doigts portaient la tache de la suie et de l'huile, ses genoux étaient toujours un peu sales. Son regard était vif comme une flamme qu'on refuse d'éteindre. Il avait appris à transformer la débrouille en dignité. Trier, rafistoler, vendre ce qui pouvait payer un sandwich ou juste une journée de survie. Sa mère, Marie, était un souvenir qui revenait par éclairs. Une odeur de soupe, une chanson étouffée, et sa douleur tenait lieu de carte. La gringalette, plus qu'un instrument, était son identité. Elle roulait, et tant qu'elle roulait, il avançait. Plus loin, dans la même ville, mais sur un autre plan, Sébastien marchait en appuyant son dos contre la portière d'une voiture immobilisée. Le moteur n'avait pas voulu redémarrer. Il avait entendu le souffle bref d'un accusé de réception qu'on évite. Il n'était pas seulement pressé, il portait l'urgence d'un rendez-vous qui pesait depuis des semaines. Homme de chiffres et d'horaires, il avait appris à tenir le monde sur des listes, des calendriers, des signatures. Ce matin-là, cependant, quelque chose avait fait craquer la façade. Un message anonymisé sur son téléphone, une phrase qui résonnait plus fort qu'il n'aurait cru. « Il est temps que la vérité sorte ». Il y avait eu, la veille, dispute à la maison, mots qui se heurtaient comme des verres cassés. Sa mère, Fabienne, gouvernait la maisonnée et les actifs de la famille d'une main de fer. La rumeur d'un secret ancien l'avait ébranlé. Il avait essayé d'appeler, puis avait raccroché. La pression l'avait prise au visage sans prévenir. Là, appuyé contre sa voiture, il se permit d'écouter la fissure. Elle monta en lui comme une eau qui déborde, et il pleura, sans retenue, pour ce qu'il ne savait encore nommer. Mathieu l'aperçut comme on voit une forme familière sur un quai. Un homme qui s'était perdu hors de son costume. Il roula vers lui, les pneus crissant sur le gravier, le panier claquant doucement. Il tenait entre ses mains une boîte de pain rassis, garnie d'un peu de fromage et d'une tranche de pomme, ce qui, pour lui, était tout. Il l'avait gardé pour la pause de midi. Il approcha et, sans un mot plus fort que la nécessité, il posa la boîte à côté de Sébastien. Sébastien sursauta. L'enfant eut un geste humble, presque mécanique, qui n'avait rien de la mendicité revendiquée ni du spectacle. « Tenez, » dit le garçon d'une voix qui avait déjà appris à faire avec peu. « Prenez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. » Il n'y avait pas de honte dans sa proposition, seulement un instinct simple, partager ce qui tient au creux des mains. L'homme, surpris, porta les mains à son visage, essuya les larmes comme si elles étaient une poussière indésirable. Il refusa d'abord, par fierté vite récupérée, puis, à mesure que le souffle revenait, il accepta la boîte. L'odeur de fromage s'éleva, proche et familière comme un pont. Le geste fit craquer quelque chose en lui, une mémoire peut-être, d'une table où la nourriture n'était pas une monnaie mais un lien. « Pourquoi vous me donnez ça ?» demanda-t-il maladroitement. « Parce que vous avez l'air triste, » répondit Mathieu sans jugement. « Et puis, vous avez l'air fatigué de beaucoup de choses. » Sébastien rit, un rire qui était plus un souffle. « Je suis un millionnaire, on dit que j'ai tout. Je devrais être capable d'acheter la ville entière, pas vrai ?» L'enfant haussa les épaules. « Peut-être, moi, je peux réparer un vieux vélo. » Il y eut un silence qui ne demandait pas d'être rempli. Les passants marchaient, indifférents, ou regardaient à peine la scène. Pour eux, le voisinage était un décor. Pour Sébastien, toutefois, c'était un réveil. Il prit une bouchée. Le pain était sec, mais le goût de la pomme lui donna envie de respirer plus profondément. Il se sentit petit, moins solide que ses souliers, et plus humain qu'il ne l'avait admis depuis longtemps. Avant que la situation ne se délite en gêne, il se redressa. Un signal, une décision. « Je dois aller au rendez-vous, » dit-il. Sa voix avait retrouvé sa tenue, mais quelque chose d'autre, plus frêle, avait été allumé en lui. « Merci. Comment tu t'appelles ?»« Mathieu, » répondit l'enfant. Sébastien tendit la main, hésita et la serra.
Le contact fut bref, réel. « Je m'appelle Sébastien. » Ils se séparèrent avec la discrétion de ceux qui n'échangent que des instants. Sébastien monta dans une voiture de remplacement qu'il prit au vol. La journée imprévisible reprit sa course. Mathieu remonta sur la gringalette et s'éloigna, son panier vide désormais, mais son cœur étrangement apaisé d'avoir contribué à réparer quelque chose. Un peu plus tard, la réalité réunirait les deux hommes de façon moins fortuite. Sébastien, après avoir réglé des questions techniques, se rendit dans le cœur ciselé du centre-ville. Il poussait la porte d'une joaillerie qui brillait comme une scène réglée. Vitrines éclairées, velours, murs qui reflétaient la lumière en angle parfait. Là régnait l'odeur douce et circulaire de parfums d'intérieur, le claquement discret de chaussures sur le marbre poli. Fabienne y tenait sa place comme une reine usée, sa posture était un calcul permanent. Elle était vêtue d'un manteau ajusté. Son collier attrapait la lumière et la renvoyait en lame froide. Sa main dirigeait, ses yeux jaugeaient. Elle incarnait l'ordre familial transformé en institution. Sébastien devait déposer une mallette, des documents financiers, signatures à recueillir. Richard, le gérant, l'attendait, conciliant et légèrement nerveux. Larissa, aidante et alerte, arrangeait un plateau de verre pour les clients. L'air avait lisse surface, comme un miroir poli. La présence d'un garçon en haillons aurait pu passer inaperçue. C'était sans compter sur la gringalette qui s'arrêta devant la vitrine, grinçant, attirant une attention que nul ne souhaitait. Mathieu, qui avait dû suivre la trace du riche ce matin-là, par curiosité ou par instinct, se trouva devant la porte ouverte. Il regarda, d'abord sans comprendre, les bijoux qui semblaient faits d'une lumière miroitée plutôt que de métal. Il resta sur le seuil, attiré par l'éclat. Le magasin, pour lui, était une autre ville dont on parlait avec respect et distance. Fabienne le vit et son visage se contracta d'intolérance. Elle incarna un réflexe ancien. L'ordre doit se maintenir. « Qu'est-ce que fait cet enfant ici » demanda-t-elle d'une voix qui n'admettait pas la réponse. Larissa fit un pas protecteur sans le vouloir. « Il est dehors, madame, il n'a pas dérangé personne. » Richard, qui mesurait chaque mot comme on pèse un risque, eut un sourire trop circonspect pour être sincère. « Nous avons notre clientèle, il vaut mieux qu'il parte. » Sébastien entra, mallette sous le bras, il repéra la scène et, avant de pouvoir ordonner le calme d'un hôte, la situation vira à la brutalité feutrée. Fabienne, raffinée dans son hostilité, prit une voix qui cliquetait. « Ce genre de personne ne convient pas à notre image, faites-le sortir, Richard. » L'enfant, dans l'instant, comprit. Il avait l'habitude de la brusquerie administrative, des regards qui pèsent. Il se recula, prêt à partir, à disparaître, comme s'il s'agissait d'une demande ordinaire. Mais Sébastien, encore touché par la matinée et le sandwich partagé, eut un mouvement différent. Il posa sa mallette sur le comptoir et, sans réfléchir, dit « Laissez-le rester un instant ». Les yeux de Fabienne se posèrent sur lui comme sur un objet qui avait brouillé la chaîne. « Vous voulez quoi? De la charité théâtrale devant nos vitrines ?» « Non, répondit Sébastien, la voix basse, juste un peu de paix. » Mais la paix n'était qu'un état instable. Un client, ou peut-être un de ses employés chargés de vigilance sociale, fit un geste, et la mallette, dans un frisson, glissa. Elle tomba contre le marbre et s'ouvrit, dans un bruit de métal et de cuir. Les documents s'éparpillèrent et laissaient apparaître, parmi des papiers officiels, une photographie qui, par contraste, paraissait anachronique. Une dame jeune, tenant un enfant par la main, l'image jaunie par le temps, le sourire figé dans un été passé. Le regard de l'enfant dans la photo avait quelque chose d'étrangement familier. Le temps ralentit. Dans la boutique, la vie reprit, mais avec d'infimes écarts de rythme. Larissa s'agenouilla sans trop savoir pourquoi et ramassa la photo. Ses doigts tremblèrent légèrement quand elle la retourna. Sur l'arrière, une inscription en écriture soignée. « Marie » et une date presque oubliée. Les lettres étaient petites, intimes, comme si quelqu'un avait tenu à conserver une mémoire propre. La photo devint un aimant. Mathieu la reconnut aussitôt. Le souffle se coupa dans sa poitrine, ses souvenirs, toujours prêts à faire surface, surgirent. La femme de la photo n'était pas seulement une inconnue, c'était sa mère. Il n'avait jamais vu ce cliché, il n'avait jamais imaginé qu'une trace si claire pût apparaître, comme tombée d'un ciel fragile. Fabienne pâlit sous le vernis. Ses doigts cherchèrent à s'emparer du cliché, à le dissimuler.
C'est une erreur, dit-elle trop vite, rien d'important. Sébastienne, qui regardait Larissa, sentit une déflagration dans les entrailles. Le nom, la date, tout collait d'une façon qui le mit mal à l'aise. Il reprit la photo de la main de Larissa, plus par instinct que par volonté. Ses yeux, qui avaient connu les bilans et les comptes, virent dans l'image quelque chose qui ne rentrait pas dans ses tableaux. Une vérité qui n'avait pas de valeur financière, mais qui pesait encore. Pendant un instant, il ne sut que faire. Fabienne, qui avait toujours su manier la justice familiale comme une courroie de transmission du pouvoir, fit un pas en avant. « Remettez tout en place », ordonna-t-elle froidement. « Il y a des limites à ce que nous laissons ici. » Mathieu recula. La honte monta, mais ce n'était pas sa honte, c'était la honte de ce contact abrupt, de la sensation d'être objet jeté dehors. Il voulait partir, s'enfoncer dans la ville et la nuit, disparaître pour ne plus être la curiosité d'un décor. Mais alors que ses mains se refermaient sur le guidon, la chaîne de la gringalette craqua et un rayon se plia comme une parole brisée. Le vélo recula d'un coup, le panier heurta la vitrine et quelque chose se rompit. Un murmure, une roue, un avenir possible. Fabienne s'exclama avec une cruauté polie. « Regardez ça, il abîme nos vitrines, hors d'ici !» Richard, rapide à obéir à l'ordre social, s'avança, prêt à expulser l'enfant. Larissa tenta d'intervenir. « Il n'a pas fait exprès, laissez-le, monsieur Sébastien. » Son regard cherchait un appui moral chez lui, une voix qui pouvait peser autrement que par l'argent. Sébastien sentit sa gorge se serrer. La photo brûlait dans sa poche, il sentit son poids comme une obligation. Il avait vu quelque chose qu'on ne montrait pas, et pour cette raison même, il devint responsable, d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. « Attendez, » dit-il, et sa voix porta. Il s'agenouilla lentement devant Mathieu, comme si la distance entre ses chaussures et les mains d'un enfant était une pente à franchir. Le garçon, méfiant, le considéra. Sébastien posa une main sur la gringalette. « Je peux payer pour la réparation, » murmura-t-il. « Laissez-le rester un peu. Il n'a rien brisé d'irréparable. » Fabienne réprima un rictus. L'intérieur la brûlait d'une colère froide. La réparation des objets publics était une chose, la présence d'une force extérieure, surtout si elle était liée à ce cliché, en était une autre. « Vous vous laissez attendrir par des illusions, » dit-elle. « Ce garçon est un risque pour notre clientèle. Il faut le renvoyer. » Les mots n'étaient jamais innocents avec elle. Ils étaient des armes calibrées. Mathieu sentit l'humiliation se creuser comme une marque. Larissa entra en travers et dit, d'une voix plus ferme qu'on ne l'eût cru, « Il a donné de la nourriture à monsieur. Il a été généreux. Ce n'est pas un délit d'avoir faim. » La scène prit de la chaleur humaine, là où la plupart des boutiques préféraient la glace. Les clients se détournèrent, certains pris d'un malaise discret, d'autres curieux. Sous leurs yeux, un théâtre se déroulait, et la photo, posée là, faisait office de révélateur. Elle éclairait des visages, des passés, des rancunes. Sébastien, qui n'avait jamais cherché à être un héros, sentit le vertige d'une responsabilité qui ne se comptait pas en actifs. Mathieu recula, tenant la gringalette comme on tient un dernier refuge. Il ne savait pas quoi dire, il n'était pas préparé pour ces regards. Il pensa à Marie, à la voix qui lui avait appris à ménager les gestes. Il pensa à la nourriture partagée sur le trottoir et à ce que cela signifiait d'échanger un bout de vie avec un autre. Alors, avant que la tension n'atteigne son paroxysme, un bruit sec se fit entendre dans l'arrière-boutique. La porte de service claqua comme si un message se faufilait. Une silhouette sortit, essoufflée, un homme qui portait sur l'aimant des traces frustes d'un travail mal payé. C'était le complice, un visage que personne n'avait jamais remarqué vraiment et qui portait le poids d'une information qu'il ne pouvait plus contenir. Il regarda la photo, puis Fabienne, puis Sébastien. Les lignes sur son visage se crispèrent. Il murmura « C'est elle, c'était elle jadis. Mais ce n'est pas pour vous, madame, pas ici. » Sa voix trembla. Il y eut un instant de flottement, puis il prononça un nom bas, un aveu qui n'était pas une confession complète, mais qui suffirait pour que les regards se tournent, pour que les masques commencent à glisser. Fabienne pâlit davantage encore, et la rigidité qu'elle entretenait fit place à une stratégie plus fine. Elle attrapa la photo, la couvrit d'un geste comme on couvrirait un discrédit, et dit d'un ton qui cherchait à étouffer toute curiosité. « C'est une erreur. Rien de ce que vous voyez n'est pertinent pour notre institution. » « Mais, Larissa, »
qui avait vu des choses et qui connaissait la profondeur de la pitié, glissa la photo dans sa poche sans que personne ne s'en aperçoive. Elle m'expliqua pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait dans cet instant une responsabilité morale qu'elle refusait de laisser aux mains d'une femme qui savait la détourner à son profit. À l'extérieur, dans l'air froid, la gringalette gémissait doucement. Mathieu sentit la ville se refermer autour de lui comme une paire de mains pressées. Il enfourcha son vélo et, sans autre bagage que l'instinct, il partit. Il ne comprenait pas encore l'enjeu réel de cette image, mais il ressentait que sa vie était devenue moins isolée, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre sur un passé qui ne relevait plus uniquement de sa mémoire. Sébastien resta un instant immobile, la photo encore chaude dans ses doigts. Il regarda la chaussée, la vitrine, le mouvement des silhouettes. Un désir nouveau et confus monta en lui. Il ne pouvait laisser ce fil de vérité se dissiper. Il avait entendu les mots du complice, avait vu la crainte dans les yeux de Fabienne. La justice, pensa-t-il, ne se mesurait pas seulement en tribunaux. Parfois, elle commence par une question posée au bon moment. Il ramassa sa mallette, la referma, sans se rendre compte qu'en la refermant, il refermait aussi un pan de sa vie qu'il n'avait pas su nommer. Il sortit en courant, prit la rue à la suite du garçon qui s'éloignait, car une part de lui savait que quelque chose d'important venait d'être mis en mouvement et qu'il ne pourrait plus se dérober à sa propre humanité. La gringalette filait, fragile et résiliente, et le vent, complice silencieux, soufflait comme pour montrer le chemin. Le jour, malgré le froid, paraissait soudain traversé par une chaleur imprévue, celle du partage, de la vérité qui s'invite là où règne l'apparence. Sébastien sentit que ce qu'il allait entreprendre n'était plus une simple formalité d'homme d'affaires, c'était un déplacement vers une histoire personnelle qu'il avait peut-être jusque-là cherché à ignorer. Ils s'éloignèrent, l'un à pied, l'autre à vélo, et la ville continua à vivre, avec ses ombres et ses éclats. Mais dans le bruit ordinaire des voitures et des voix, quelque chose avait basculé. Une photo, une boîte de pain, une main tendue. Des choses simples qui, mises bout à bout, avaient le pouvoir de rétablir des vérités et de réparer des personnes. Au coin d'une rue, Mathieu freina brusquement. Il posa la main sur le guidon et regarda en arrière. Personne ne le poursuivait, pas encore. Il reprit sa route, léger d'une décision inconsciente. Il roulera jusqu'à la casse, où le métal se transformait et où il trouvait parfois des éclats de passé. Il ne savait pas encore que la journée finirait par lui demander davantage que la réparation d'un rayon. Il ne savait pas, non plus, que pour lui la reconnaissance d'un visage figé sur une photo allait ouvrir une porte que personne n'aurait voulu garder fermée. Sébastien, debout sur le trottoir, prit son téléphone. Il composa un numéro, buta sur un nom, puis raccrocha sans parler. Il n'était plus l'homme qui fuit ses problèmes. Il était un passant entré en possession d'une trace. Et la trace, parfois, commande un chemin. Il réfléchit au mieux qu'il put. Trouver l'enfant, réparer le vélo, interroger doucement. La vérité, pensait-il maintenant, n'était pas une menace à éviter, elle était une dette à honorer. La journée continuait, mais pour deux vies, un fil avait été noué. La gringalette roulait vers l'inconnu. La photo attendait, dissimulée dans le fond d'une poche attentive. Les pas de Sébastien le menaient vers une responsabilité qui n'était pas sur ses tableurs. Il allait apprendre, à ses dépens et à la faveur d'autres mains, que la réparation des choses, parfois, commence par la réparation des personnes. Il ignorait encore le rôle de Fabienne, le poids des mensonges anciens, les silences nocturnes qui auraient pu être des aveux. Il ne savait pas non plus que, bientôt, une procédure, un test, viendrait clore ou confirmer ce que la photographie seule avait commencé à chuchoter. Pour l'heure, la ville continua de respirer. Le vent passa, fit voler un coin de journal. Quelqu'un croisa la route du garçon et lui lança un regard compressé, puis l'oubli. Mais dans la poche de Larissa, la photo se réchauffait d'une présence nouvelle. Et, quelque part, une décision mûrissait en silence. Il faudrait retrouver Mathieu, s'occuper de la gringalette, découvrir pourquoi cette image était là, apporter sa vérité comme un défi. La première décision fut simple. Sébastien ne rentrerait pas chez lui comme si de rien n'était. Il prit à gauche, et la ville, qui avait l'habitude des renoncements, sentit le pas de quelqu'un qui, pour une fois, cherchait à faire marche arrière sur ses propres indifférences. L'enquête, la justice, les aveux, tout cela viendrait plus tard. Mais l'instant du sandwich partagé resterait, pour eux deux, comme un point d'ancrage.
la nuit où un enfant, avait donné sa seule nourriture à un homme en larmes. Ce geste, petit et grand à la fois, allait déclencher des chaînes de rencontres, de révélations et de réparations. Et la gringalette continua de claquer, fidèle, en direction de la casse où le métal avait l'habitude de renaître sous d'autres formes. Le portail rouillé de la casse gémissait quand la gringalette s'y engouffra. Des gerbes d'étincelles jaillissaient parfois comme si le lieu exhalait sa propre mémoire en fragments de lumière. Des carcasses empilées dessinaient des silhouettes étranges contre le ciel pâle. L'air sentait l'huile, le fer chauffé et la poussière des routes. Des hommes à mains noires fumaient, jetaient des bouts de métal comme on jette des mots inutiles, et une radio oubliée crachotait des chansons que personne n'écoutait vraiment. Mathieu freina devant un tas de jantes. Il posa le pied à terre, regarda sa bicyclette comme on regarde un compagnon malmené, puis poussa jusqu'à l'écope là-bas, sous une bâche, où l'on réparait ce que la ville ne voulait plus. Le réparateur était un grand homme au visage tanné, cheveux en bataille, surnommé par les habitués Gaston. Il savait redresser les cadres tordus et raconter des histoires d'avant comme on raconte une recette. Mathieu, le souffle court, traça du pied une craie sur le béton pour montrer la roue cabossée. Gaston l'observa d'un œil complice, prit la roue, fit tourner le moyeu et souffla à voix basse. « Celle-ci a encore des tours à faire. Tu veux la réparer ou l'échanger ?» Mathieu serra les mains dans les poches, chercha des mots qui ne vinrent pas. Il n'avait pas d'argent. Il avait un regard optique, presque mécanique, habitué aux gestes rapides et précis du vélo, mais qui cédait maintenant devant quelque chose de plus large, la lassitude d'un enfant qui a trop vu tomber les gens autour de lui. « Je peux travailler, répondit-il enfin. Je peux pousser la benne, chercher des vis, nettoyer. Je sais changer un rayon. » Gaston sourit sans mépris. Il aimait bien les mains habiles. Il fit signe et Mathieu se mit à l'ouvrage, à surveiller la chaîne, à tendre une clé, à attraper un écrou que la main large de Gaston lançait sans regarder. Les gestes s'enchaînèrent, simples, précis. La caisse de Gaston débordait de pièces, de cartes routières froissées et d'un vieux carnet où il notait tout, numéros, dates, noms. Parfois il griffonnait un prénom et s'interrompait, comme pour vérifier si la mémoire ne s'était pas perdue. Pendant ce temps, Sébastien arrivait à pas mesurés, le manteau serré autour du cou. Il avait hésité devant la grille, puis il avait passé la main sur le portique comme pour calmer un papillon trop nerveux. Le cœur battant, il observa l'entrepôt, les silhouettes, les bras, la chaleur métallique, avant de chercher du regard la gringalette. Il la trouva appuyée là, entre deux tas de carcasses, fragiles et presque ridicules dans ce paysage de géants détruits. À côté, un garçon besogneux travaillait sans bruit. Sébastien sentit les mots se coincer, puis se résoudre en une démarche. Il entra. Il n'alla pas directement vers Mathieu, sa fierté avait appris à ménager les rencontres. Il regarda d'abord les hommes occupés, écouta des bribes de conversation. Pneus avant, tordus, un moteur à réparer pour demain, tenez, un sandwich. Les petites choses du quotidien qui se défendaient de la misère par l'humour. Il finit par se rapprocher, son regard accrochant celui du garçon. Leurs yeux se croisèrent et quelque chose comme une interrogation passa, brève, comme un oiseau qui hésite à se poser. Gaston, qui avait l'habitude des visiteurs inopinés, leva la tête et reconnut aussitôt l'homme en costume mal refermé. Les costumes n'étaient pas rares dans ce quartier, mais Gaston avait un instinct pour les itinéraires contrariés. Il fit un geste d'accueil, sans jugement, puis se remit à son boulon. Sébastien s'approcha encore, et quand il parla, sa voix trembla à peine. « Je cherche ce garçon, est-ce que tu le connais ?» Gaston eut un regard interrogateur vers Mathieu, puis accueillit la demande comme on accueille une brise, sans brusquerie. « Le voilà, il travaille pour remettre sa roue. Pourquoi ?» Les mots restèrent sur les lèvres de Sébastien. Il fouilla ses poches, comme si la vérité pouvait se retrouver au fond d'une poche. Il pensa à la photo qu'il n'avait pas encore montrée à personne, à Fabienne, au nom sur son écran fantôme, à ce numéro qu'il avait composé et qu'il n'avait pas osé appeler. Il pensa à la dette de vérité qu'il s'était posée comme une tâche inachevée. « Je m'appelle Sébastien, j'aimerais lui parler. » Mathieu releva la tête. Son visage était couvert d'une pellicule d'huile et ses yeux gardaient la retenue des enfants qui ne savent pas encore comment se défendre.
Il essuya ses mains sur un chiffon et s'avança, lentement, prêt à se protéger ou à fuir, selon ce que dirait l'adulte devant lui. Ils parlèrent d'abord de choses banales, la roue, la poussière dans les freins, combien de temps il faudrait pour remettre la gringalette en état. Mais la conversation glissa, presque sans qu'on s'en aperçoive, vers autre chose. Sébastien parla d'un rendez-vous manqué, d'une photo trouvée, de cette image d'un enfant qui avait tendu un sandwich à un homme en larmes. Il ne prononça pas le mot dette, il laissa plutôt la photo s'inviter dans la conversation comme un témoin muet. Au moment où il disait photo, un bruit léger attira leur attention. Une jeune femme qui avançait en tenant un sac, le pas rapide, échangeant un regard avec les ouvriers. C'était Larissa. Elle entra dans la casse sans ostentation, les cheveux tirés en arrière, la joue rougie par le froid. Quand elle posa le sac, la photo tomba, glissa sur le sol poussiéreux et s'arrêta au pied d'une palette. Mathieu presque sursauta. Il se pencha, la ramassa, la regarda, puis la tendit à Sébastien sans le vouloir, comme si l'objet était une clé trop lourde et qu'il fallait la remettre à qui l'avait perdue. Sébastien prit la photo entre ses doigts. Le papier était chaud, comme si la vie qui l'animait était encore prête à brûler. L'image montrait clairement un enfant tenant à la main un morceau de pain, le visage incliné vers un homme en pleurs. Le temps dans la photo avait figé un geste simple et décisif. Sébastien sentit sa respiration se modifier. Il lut le visage. Peut-être, pensa-t-il, se trompait-il, peut-être que cette ressemblance n'était qu'un écho. Mais il y avait, au coin de cette nuance, une décision qui ne lui appartiendrait plus. Il fallait aller plus loin. Larissa resta un moment en retrait, comme si elle craignait d'avoir vendu un secret en entrant ici. Elle regarda le trio, l'homme en costume, le garçon gras de poussière, le réparateur et les autres, et remarqua que Gaston continuait, avec la familiarité d'un vieil ami, à poser une vieille théière sur un feu. Elle n'avait pas prévu de rester, pourtant ses mains, désormais libres, cherchaient un geste pour s'expliquer. Finalement, d'une voix basse, elle dit « J'ai trouvé cette photo dans la poche d'un manteau, près du marché. Elle était seule. Je l'ai prise parce que je ne supporte pas de laisser les choses sans nom. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein d'un poids qu'aucun d'eux n'avait voulu porter auparavant. Le constat que la ville laisse des traces qu'elle n'archive pas et que parfois ces traces demandent à être remises dans des mains qui acceptent de les reconnaître. Mathieu regarda la photo à nouveau, puis leva ses yeux vers Sébastien, cherchant dans l'homme en face autre chose qu'une affection passagère. « Pourquoi vous voulez la photo ?» demanda-t-il, d'une voix qui cherchait à sonder la sincérité derrière le costume. Sébastien posa la main sur le papier, puis la retira comme si la chaleur pouvait se transmettre. Il hésita, puis choisit un mot simple, sans promesse, mais sans fuite. « Parce que les images peuvent être des portes, parce que je veux savoir, et si cette porte mène à une vérité qui blesse, alors nous l'affronterons. » Gaston, de son côté, écoutait et observait. Il savait que les histoires des gens se tissaient souvent là où le métal se brisait, et que la casse n'était pas seulement un lieu de pièces finies, c'était aussi une salle d'attente pour les résurrections modestes. Il hocha la tête et offrit, avec la générosité brute d'un homme qui a déjà tout entendu, un café brûlant à Sébastien. L'arôme monta et la parole devint plus facile. Larissa, qui jusqu'alors n'avait parlé qu'en phrases courtes, expliqua pourquoi elle avait gardé la photo. Elle avait reconnu, dans l'enfant, une expression qu'elle avait vue autrefois dans un refuge où elle avait aidé. Un souvenir flot, mais suffisant pour attiser la curiosité de Sébastien et pour réveiller chez Mathieu un malaise discret. Une filiation peut-être, mais aussi des silences passés. Ils convainquirent d'un plan sommaire. Sébastien resterait quelques heures, parlerait au garçon, chercherait à connaître ses habitudes, et Larissa essaierait de retrouver où elle avait trouvé le manteau. Gaston se chargea d'une autre tâche, plus pratique, remettre en état la roue de la gringalette. Pendant qu'il travaillait, les paroles tombaient comme des copeaux, fragments de vie, dates hésitantes, non prononcées à voix basse. Fabienne fut évoquée sans que personne ne l'appelle. Elle resta un point de référence, un nom qui contenait plus de promesses que de réponses. La journée avança, mais ici, le temps avait une densité différente. Les gestes occupaient l'espace, les silences aussi. Sébastien montra la photo à Mathieu une seconde fois, plus lentement, cherchant dans le visage du garçon une permission. Le garçon se contenta de répondre par un haussement d'épaule.
Il ne savait pas qui était cet homme dans la photo, ou peut-être le savait-il et n'osait pas le dire. Il jouait l'indifférence comme on porte une armure trop lourde. Vers la fin de l'après-midi, quand l'ombre des carcasses s'allongea, une voiture s'arrêta devant la casse. 2 personnes descendirent. L'une, une femme aux cheveux gris, au regard précis. L'autre, un jeune homme en tenue de la mairie. Non, la narratrice doit éviter mairie. Per DNA? Wait, we are in non-biblical mode, modern terms allowed. However, earlier prohibition only for biblical, so it's okay. But we should be careful. The DNA allowed modern elements in non-biblical, it's fine. They arrived, perhaps a social worker and a representative from a local association. The woman aux cheveux gris could be someone from a center that knew about missing children. She carried un dossier. Quand elle vit la photo, elle pâlit légèrement et demanda, sans détour, « Où l'avez-vous trouvé » Larissa raconta. La femme écarta doucement la photo, la prit entre ses doigts et regarda longuement l'image comme on jauge un document ancien. Puis elle releva la tête et prononça un nom qui fit tressaillir Sébastien comme une corde secouée. Fabienne. Fabienne Martel, dit-elle. Elle officiait, il y a quelques années, dans un centre qui aidait les familles en difficulté. Cette photo, elle a peut-être été prise lors d'une distribution. Si c'est elle, il faut vérifier les archives. Il y a eu, à l'époque, quelques dossiers complexes. Le silence qui suivit fut plus lourd que tout le reste. Sébastien sentit la véracité de la piste, à la fois terrifiante et libératrice. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en mouvement. Il se rappelait du nom de Fabienne, de leur histoire incomplète, et du test qu'il avait envisagé, la procédure qui, s'il fallait la faire, trancherait l'incertitude. Mathieu, qui avait écouté sans comprendre tous les contours, plissa les yeux. Il ne connaissait pas Fabienne, mais il comprenait que ce nom représentait quelque chose, comme une porte entre 2 mondes, celui de l'oubli et celui de la reconnaissance. Gaston, avec le geste simple d'un homme qui sait que l'action ramène souvent le courage, posa la roue réparée devant Mathieu et dit, comme pour sceller une alliance, « Tu repars avec ça, gamin. Et si tu veux, demain matin, tu viens ici. On te trouvera quelque chose à faire. Pas de promesse en l'air, juste une place pour tenir. » Mathieu prit la roue comme on prend une promesse, frêle mais tangible. Il remercia d'un signe, la tête basse. Sébastien, qui avait vu son visage changer, sut qu'il venait d'affronter une première marche. Il regarda la photo encore une fois, puis la glissa précautionneusement dans sa poche intérieure, près du cœur, comme on range un objet de valeur et de douleur. La journée se termina sur un accord implicite. Il chercherait Fabienne, il vérifierait les registres, il proposerait au garçon une main qui ne juge pas. Mais avant qu'il ne puisse s'engager plus avant, une voix éclata derrière eux, tranchante, comme une lame qu'on affûte. « Sébastien, je vous cherchais. » Il se retourna. La silhouette qui se découpait dans la lumière du crépuscule était minuscule et pourtant familière. Une femme au pas assuré, vêtue d'une manière qui rappelait plus la détermination que la coquetterie. Fabienne. Elle tenait dans sa main un petit carnet, et ses yeux, d'un vert précis, n'annonçaient pas la facilité. Le cœur des gens autour d'eux se serra en silence. La rencontre qu'ils redoutaient et espéraient se matérialisait. Et avec elle venait la promesse d'un test, d'une vérité à affronter. Des décisions, des aveux, des appels aux autorités compétentes, tout ceci allait bientôt suivre, mais pour l'heure, les protagonistes restèrent immobiles, offrant à la soirée le moment précis où le passé venait frapper. La gringalette, appuyée non loin, semblait retenir son souffle aussi. Alors que les trois, Sébastien, Fabienne et Mathieu, se faisaient face, la ville semblait pour un instant suspendre le vacarme des moteurs et prêter une écoute discrète à la voix fragile des histoires à réparer. L'image sur le papier n'avait plus seulement la valeur d'une trace, elle était devenue un point d'appui pour ce qui allait se dire. Ils se préparèrent, chacun à leur manière, à ouvrir la porte que la photo avait montrée. Et dans l'air, la promesse d'une procédure, d'un test, flottait, lourde mais nécessaire, prête à confirmer ou infirmer ce que l'instinct et la compassion avaient commencé à murmurer. Le soir approchait, la lumière tombait en lambeaux sur les carcasses. Ils ne savaient pas encore tout ce que la vérité exigerait d'eux. Mais ils avaient pris la décision la plus difficile, reconnaître que la vérité, quand elle frappe, demande à être reçue. Fabienne posa la main sur la photo comme on touche un objet fragile qui conserve des secrets. Ses doigts tremblaient presque imperceptiblement.
Elle prit une longue inspiration, ouvrit la bouche, puis referma les lèvres, comme pour rassembler des semaines de silence en une seule phrase. « Je me souviens de ce jour, dit-elle lentement. Nous faisions une distribution près du marché. Il y avait du monde partout. Des familles qui revenaient toutes les semaines, des enfants qui s'accrochaient aux manches. Mais les visages se ressemblent, et le temps efface. » Sébastien sentit son propre cœur se serrer. Il n'avait pas besoin qu'elle affirme tout de suite. Il avait besoin qu'elle accepte de regarder, d'ouvrir des tiroirs, de vérifier, de laisser la preuve dire mieux que la mémoire. « Vous avez travaillé là-bas » reprit Larissa en se penchant. « Pouvez-vous consulter les registres » demanda-t-elle, mais sa voix trahissait la prudence. Le passé a des trous, il faut les combler sans forcer les cicatrices. Fabienne secoua la tête. « Les registres, répondit-elle, n'existent plus comme avant. Après la réorganisation, beaucoup de papiers ont été jetés. On a conservé certains dossiers, mais c'était fragmentaire. Et puis, je n'étais plus responsable des archives. J'ai quitté le centre peu après. C'était compliqué. » « Que voulez-vous dire par « compliqué » demanda Gaston, qui n'aimait pas les demi-mots. Les yeux de Fabienne cherchèrent autour d'eux, scrutant les silhouettes entassées près des carcasses, comme si la ville elle-même écoutait. Puis elle parla, mais doucement, comme si chaque mot devait traverser une cloison de verre. Il y a eu des enquêtes, des plaintes même. Rien de concluant, mais assez pour que la direction décide de reprendre l'organisation des dossiers. Certaines familles avaient des situations impossibles à classer, déplacements, fausses identités, recours à des contacts. J'ai gardé un petit carnet, pas officiel, où j'annotais des détails utiles, prénoms, signes, réactions des enfants. Je l'ai pris avec moi en partant. Peut-être qu'il y a une entrée qui correspond. Sébastien ne put contenir l'espoir qui monta en lui. « Ce carnet, est-ce que je peux le voir » demanda-t-il. « Maintenant, si vous pouvez. » La réponse de Fabienne fut immédiate et pleine d'une hésitation résignée. « Oui, mais pas ici. Viens chez moi, dit-elle en se tournant vers Mathieu, et toi aussi si tu veux. Ma porte n'est pas loin. On pourra regarder ensemble, sans bruit. Mais je ne veux pas de tournage, de commentaires ou d'authentification hâtive. Si j'ai fait une note, elle ne sera qu'un indice. » Mathieu leva la tête, la lumière du soir accrocha ses cils. Il hocha la tête, comme pour dire qu'il suivrait là où la route le mènerait. Gaston fronça les sourcils, évaluant la prudence, tandis que la gringalette, qui observait la scène depuis l'ombre d'une portière, hocha lentement la tête. Larissa, elle, eut un geste pour retenir la photo, puis la donna à Sébastien. « D'accord, dit-elle, mais nous y allons ensemble. Nous ne sommes pas des enquêteurs indépendants. Nous cherchons une vérité pour ce garçon. Si vous avez ce carnet, Fabienne, il faut l'ouvrir maintenant, devant nous. Et si vous trouvez quelque chose, nous ferons la procédure convenable. Nulle humiliation, juste clarté. » Fabienne comprit. Son visage se ferma, mais à l'intérieur, quelque chose se décida. Elle fit un signe, non pas d'autorisation, mais d'accord, puis, d'un pas mesuré, elle fit signe à Sébastien et Mathieu de la suivre. La rue les engloutit. Les phares des voitures déchiraient le crépuscule en bandes blanches. L'air sentait l'orage et l'huile de moteur. Ils marchèrent en file, la petite troupe improbable, chaque pas amorti par le poids de ce qui allait être découvert. Les conversations furent rares, les mots avaient été employés pour créer des chemins, mais maintenant, il fallait les laisser circuler à l'abri. Chez Fabienne, l'appartement avait la sobriété de quelqu'un qui n'aimait pas les démonstrations. Sur la table basse, une tasse à moitié vide, un paquet de stylos et, en retrait, une boîte en carton marquée d'une étiquette presque effacée. Fabienne la tira vers elle avec des gestes précis. « J'ai essayé de tenir un inventaire, dit-elle en soulevant le couvercle. J'ai peut-être conservé ce qui semblait le plus parlant, rien d'officiel, mais il y a des photos, des notes sur des distributions, des prénoms et ce carnet. » Elle poussa la boîte vers Sébastien qui, sans la lâcher, sentit la réalité se replier comme une carte que l'on déplie et que l'on découvre pour la première fois. Larissa resta près de Mathieu, attentive à son silence. Le garçon jouait nerveusement avec la roue, la faisant tourner encore et encore, comme pour convaincre le monde qu'elle ne rompt pas. Fabienne prit le carnet, l'ouvrit. Les pages étaient serrées, écrites d'une main fine, parfois hâtive. On y lisait des mots fragmentaires. Distribution rue des Ombres, petit garçon aux dents manquantes. Famille absente, mère référée. Décembre, garçon récupéré par un inconnu.
Les annotations se succédaient, ponctuées de dates qui, pour une part, semblaient vouloir s'échapper. Puis, Fabienne s'arrêta sur une ligne où la graphie formait, plus nette, un prénom. « Ici, dit-elle en pointant du doigt. Mathieu, regard vif, ne parle pas de famille, décembre 2009. Je me souviens de ce nom, mais il y avait plusieurs Mathieu à l'époque. Les notes seules ne suffiront pas. » Sébastien sentit ses mains devenir plus lourdes. C'était un pas en avant, mais il en restait d'autres, plus lourds encore. Recouper les dates, confronter les entrées, peut-être trouver un témoin qui se rappelait mieux, ou accepter la procédure, la vérité mesurable qui mettrait un point final à l'irrésolu. « Nous irons au centre demain matin, dit Larissa ferme, et s'il le faut, nous demanderons à la direction actuelle toutes les archives disponibles. Et s'il existe un dossier administratif, on le comparera. Mais avant ça, je veux que Mathieu se repose. Vous avez besoin de dormir, gamin, et toi, Sébastien, repose-toi aussi. Demain, on commencera tôt. » Mathieu leva les yeux, et pour la première fois depuis des heures, un sourire minuscule traversa son visage. Ce n'était pas la certitude, c'était une permission à croire. Il serra la roue contre lui, comme s'il protégeait la promesse même du lendemain. Fabienne referma le carnet, posa la main dessus, comme pour le sceller, mais sa voix trahissait une résolution nouvelle. « Je viendrai au centre avec vous demain, dit-elle. Je peux demander à voir les papiers, j'ai encore des contacts. Je ne suis pas libre de tout ce qui s'est passé, mais je veux savoir. Et si c'est ton fils, je veux aussi comprendre ce que nous avons fait ou pas fait à l'époque. » Sébastien sentit la fatigue et la tension se mêler. L'annonce de Fabienne n'apaisait pas la tempête, mais elle donnait un cap. Ils organisèrent, en quelques phrases brèves, le départ de Mathieu le lendemain. Gaston resterait disponible, la Gringalette surveillerait les lieux, Larissa ferait les démarches administratives si nécessaire. Chacun trouva sa place dans ce cercle fragile de protection. La nuit s'étendit. La ville reprit peu à peu son bourdonnement. Les voix devinrent des fils parallèles. Ils se séparèrent enfin, chacun emportant une part d'inquiétude et une part d'espérance. Sébastien marcha quelques mètres avec la photo dans sa poche, le papier contre sa peau comme un souvenir qui brûle. Derrière lui, Fabienne ralluma une cigarette qu'elle n'alluma pas, fumée symbolique d'habitudes anciennes, et resta là, un instant, regardant la silhouette du garçon qui disparaissait entre les bâtisses. Il n'y avait pas de réponse définitive cette nuit-là. Il y avait cependant un plan, des noms à contacter, des lieux à visiter, et la présence ténue mais réelle d'un carnet qui pouvait, ou non, contenir la trace d'un passé. La vérité, pensèrent-ils en se retirant chacun de leur côté, n'est pas une chose que l'on mérite. C'est une chose qu'on cherche, parfois à la force des genoux, parfois en tendant la main. Et au matin, pensèrent-ils en silence, ils se présenteraient au centre, prêts à soumettre ce que l'instinct avait trouvé. La photo, le carnet, la mémoire, aux exigences du réel. La procédure n'était plus une idée lointaine, elle était une route sur laquelle il fallait s'engager, ensemble.